chanteront le temps des cerises, les guerres signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 125e, avec ce matin à la régie Piquet-Cou, à l'instruction publique, mon camarade Jean. Salut à tous. Et comme invité, Raoul, ou plutôt Christine et Raoul, de l'Association pour l'Estampe et l'Art Populaire, qui vont nous délivrer le message pendant toute la durée de l'émission. On va les laisser se présenter après ce petit rappel sur ce qu'on blablate dans cette émission. L'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, il y a en permanence. L'artiste et l'engagement politique, ça, c'est à revoir. L'artiste et la religion, oui, ça arrive. Il y en a encore qui prient. L'artiste et la science, ça lui passe un peu au-dessus de la tête. L'artiste et l'autorité, il en a rien à foutre. Enfin, pour certains, parce que la plupart aiment bien mettre le doigt sur la couture du pantalon. L'histoire, l'avenir et l'actualité de l'art. Voilà. Est-ce que on passe d'abord une musique et puis après on demandera à Raoul et Christine, ou Christine et Raoul, de se présenter. Voy a cantar un corrido que anda en toditas las voces de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce. En el pueblo de Conejos, por una calle muy quieta, en el triste y derrotado.
Ya el águila voló, ya no quedó solito, el fruto de tus amores ya no dista del olvido, ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, pilotes y un gato de sacristán. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Ya que termina el corrido que canta la cucaracha, la cucaracha, la Alors, vous venez d'écouter la cucaracha, qui est une chanson traditionnelle originaire d'Espagne, qui fut introduite au Mexique depuis au moins 1818. Et elle fut chantée par les partisans du président de la République mexicaine Benito Juárez, qui combattait le gouvernement de l'empereur Maximilien, et par certaines factions au début du XXe, durant la guerre civile mexicaine. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître et sans publicité depuis 2 minutes, avec Régie à la Piquécou, toujours... Oh non, Piquécou à la régie. Oh, ça peut. Ouais, ça peut chourfer. Ça peut devenir réciproque. Oui, Ouais. c'est ça. Jean à l'instruction publique et particulièrement à celle de l'histoire de l'art, avec 2 invités, Christine et Raoul de l'association l'association pour l'estampes et l'art populaire, qui sont évidemment qui vont tout au long de cette émission vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce truc. Si on peut dire. Et puis il pourrait commencer par se présenter un petit peu. Bon, alors, moi je voulais que ça soit Christine qui se présente d'abord, mais Bon, c'est Raoul. elle donc. m'a sommé de le faire moi en premier. Bon, moi je m'appelle Raoul Velasco et je viens du Mexique. Je suis un artiste mexicain installé à Paris depuis, en particulier à Belleville, depuis 22 ans, puisque je suis arrivé à la rue des Cascades au mois d'octobre de 89. J'ai eu la chance de pouvoir sous-louer une boutique qui à l'époque était à moitié abandonnée et qui m'était sous-louée par une personne que je connaissais à peine par la somme énorme de 450 francs de l'époque. Voilà, donc je travaille dans cette boutique depuis lors. L'immeuble appartenant à une même personne, il m'a loué au fond de la cour à un autre espace que nous occupons depuis une quinzaine d'années et dans lequel, avec ma compagne Christine, nous avons créé un atelier de gravure et l'association pour l'estampes et l'art populaire. Voilà, en quelques mots, ce que nous faisons à Belleville. Donc bonjour, je suis Christine Meller, artiste graveur aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé l'association pour l'estampes et l'art populaire? Je trouvais que c'était pas très drôle de rester toute la journée avec mon mari. Donc on a décidé d'ouvrir l'atelier. Ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir d'autres gens qui viendraient travailler avec nous. En plus, la gravure, c'est bien parce qu'on peut partager l'équipement, c'est moins individualiste. Enfin, bien sûr, c'est pas un jugement, hein, mais on a tendance à faire notre cuisine ensemble facilement. Je trouvais que l'esprit des graveurs était sympathique dans la mesure où, comme il y a un savoir-faire important, les gens sont modestes en général, sont assez discrets, et donc c'est très facile de partager. Donc voilà, l'idée c'était de se mettre tous ensemble, tout en restant un couple bien sûr, et de faire une aventure à plusieurs. On fait ça depuis 10 ans. Moi, j'ai connu votre lieu, la rue des Cascades, à l'occasion d'une exposition d'un jeune artiste catalan dont je me souviens plus du nom, Caceres ou quelque chose comme ça. Non, c'est Carrasquet. Oui. Marcos Carrasquet. Ouais, qui faisait des gravures de lino. Oui, il fait du dessin, il fait de la gravure, il fait de la peinture, un travail assez remarquable dans sa force, dans sa violence, en effet, oui. Oui, j'étais allé, donc, mais c'était lors je faisais une autre émission qui s'appelait Entre chien et loup,
Et j'étais allé à cette expo, et à la suite de cette expo, je l'avais invité ici, pour qu'il parle avec un autre artiste catalan, Bargalo, qui est sculpteur. Voilà, donc je trouvais que c'était un lieu vraiment très très beau, quoi, très. J'ai vraiment, c'est vraiment, je suis vraiment heureux de pouvoir rencontrer, parce que j'ai toujours pensé, je disais, j'aimerais bien vous rencontrer, mais je suis pas assez culotté pour faire des choses comme ça. Tu parles. Voilà mon genre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu as un opus ce matin? Oui, c'est vrai que c'est la minute de militance de Raymond Lascience. Donc d'habitude je vous fais un baratin sur l'anarchie. Je pense que on peut faire un petit break de temps en temps. Et puis comme on vous parle toujours ici du monde libertaire, de Radio Libertaire et de Publico. Là j'ai l'éditorial de Radio Libertaire de cette semaine. Et je vais peut-être vous en dire du monde libertaire. Du monde libertaire, ouais. oui, pardon. Je suis un peu perturbé par les gens de l'association pour l'estampes et l'art populaire. Quel timide quand même. Et qui est timide. C'est un dehors de gros cons, c'est un petit timide, oui. La semaine dernière, des travailleurs grecs ont à nouveau lâché l'outil de travail pour rejoindre étudiants et chômeurs dans la rue afin de protester contre l'austérité qui ruine un peu plus chaque jour leur niveau de vie. Je vous lis cet édito parce que je crois qu'il y a des parallèles à faire avec ce qui se passe ici. Voilà, qui ruine un peu plus chaque jour leur niveau de vie. Le niveau de vie de plus de 125 000 personnes qui battent à cette occasion le pavé des rues. Un record. En face, la réaction se sentant menacée, ces chiens de garde officiels protègent les alentours du Parlement à l'aide, entre autres, de palissades anti-émeutes, ce qui risque d'arriver bientôt chez nous. Enfin, on l'espère. La colère grogne de plus en plus, la tension ne cesse de monter. Les affrontements avec les cognes, jusqu'alors essentiellement le fait de quelques groupes de jeunes se revendiquant de certains courants de l'anarchisme, ont cette fois impliqué des personnes plus âgées, moins politisées également, bref, des gens qui en ont simplement ras-le-bol d'être ignorés et systématiquement réprimés. Vous voyez, on peut faire toujours un parallèle un peu avec ce qui se passe ici. Si tout cela peut sembler promettre une radicalisation certaine de la lutte, on ne peut toutefois s'empêcher de se demander si, une fois encore, les choses iraient vraiment plus loin. Et là aussi, on est en plein dedans ici. Ça fait déjà plusieurs années que la Grèce vit au rythme des grèves générales sporadiques, des manifestations et des quelques affrontements violents avec la flicaille, abondamment retransmis par les médias de la société du spectacle. On a le souvenir ici des émeutes de banlieue qui ont fait les choux gras justement des médias de la société du spectacle. Mais pourtant, rien ne change. En Grèce et ici aussi en Europe en général. Au contraire, le mouvement social grec semble stagner dans cette spirale et se répéter inlassablement sans évoluer. C'est que de leur côté, les syndicats, et là on y est, se refusent à assumer ce pourquoi ils ont été créés à l'origine, c'est-à-dire, écoutez bien, parce qu'on l'a complètement oublié, ici ou là-bas, organiser les travailleurs jusqu'à l'abolition du salariat et de l'État. Du coup, les travailleurs, qui dans leur majorité ne semblent pas vouloir ou pouvoir, c'est surtout où pouvoir se réapproprier leurs organisations, s'épuisent dans des grèves et des manifs sans perspective et se condamnent à vivre encore et encore dans la même merde. Et tant que ça ne bougera pas à ce niveau-là, la sortie de crise ne sera qu'un doux lendemain, qu'un rêve. Un rêve de doux lendemain ou un doux lendemain de rêve. Enfin bref, c'est une espèce de constante maintenant dans toute l'Europe. Je crois que les syndicats ont complètement lâché leurs idéaux de départ, qui consistaient à foutre en l'air justement des États répressifs qui sont de plus en plus liés maintenant à la finance, au capitalisme, pour parler plus simplement, et qui laissent les travailleurs se démerder. Voilà. Rende
serena che io ci insino a namorar lampilla deseo hacer un baile da cangacera ole mujer rendera ole mujer renda ole mujer rendera ole mujer renda tu me ensina a fazer rena eu te ensino a namorar lampia deseo hacer un baile da cangacera ole mujer rendera ole mujer renda ole mujer rendera ole mujer renda ole mujer rendera. Alors c'est John Baez qui interprétait O Cangaceiros. Alors, O Cangaceiros, c'est un film brésilien de Lima Barreto de 1953 qui évoque donc ces cangaceiros. Ce sont de célèbres bandits qui écumaient la région au début du XXe siècle, qui volaient les riches pour redistribuer aux pauvres. Alors le premier, par exemple, la première partie de la chanson dit Oh oh cangaceiro, olé chante l'écho, olé la lune est claire, debout les vagabonds. Nous allons semer la honte dans les champs de la vertu et nous réglerons les comptes des braves gens qui se sont tus. Ils sont venus dans la plaine, la chapelle ils ont pillé, ils ont tué tous ceux que j'aime et se sont mis à prier. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Narcisse, je vous épargne le reste du blabla. Non. Oh non, La non, voix en 3 ans d'émission, tu ne l'as jamais fait. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Je suis sans publicité de la Fédération anarchiste. Raquel à son 5e avec Piquet-Co à la régie, Jean à l'instruction publique, et c'est pas particulièrement l'histoire de l'art, je bégaye maintenant. Avec 2 invités ce matin, Christine et Raoul de l'association pour l'estampe et l'art populaire. C'est bien ça? Oui. Oh j'ai tout. Bon, bonjour. Raoul nous disait des choses très intéressantes par rapport aux fonctions régaliennes de l'État liées à l'édito du Monde libertaire. J'aimerais bien, si ça ne l'ennuie pas, qu'il... Non, bien sûr que non, parce que moi je le pense profondément vu l'état du monde. C'est-à-dire que l'État a des responsabilités, des fonctions qui sont historiquement les siennes, et elles se réduisent de plus en plus. Et ce qui prend le dessus, c'est la fonction régalienne du matraquage, de la justice et de la oppression. Et c'est ça qui est terrible, quoi, parce que bien sûr, tu viens de nous lire un texte de ce qui se passe en Grèce, mais c'est la même chose au Mexique, c'est la même chose ici. C'est-à-dire que l'État est là comme une espèce de garde-churme de la finance. Et dès que les gens se révoltent, mais il est là avec ses matraques pour les réprimer. Et c'est terrible. Bien sûr, c'est une question de proportion. Ici, ça commence à venir tout doucement. Et on va mettre du temps. Je l'espère que ça ne se produira jamais pour qu'il y ait des morts. Mais dans des pays beaucoup plus dépendants comme le Mexique, les morts, c'est la première chose qui se ramène, quoi. Et c'est ça qui est terrible dans le contexte actuel. Et bien sûr, nous ne sommes pas étrangers à cette situation. Et toute proportion gardée dans notre travail, mais on essaye aussi par le biais des calaveras, par exemple, on essaye aussi de mettre l'accent sur ça, bien entendu. Tout à fait. Bien. Oui, comme une gravure que tu nous as montrée tout à l'heure, une calavera sur le camarade Strauss-Kahn, auquel on a échappé. Non, et puis nous en avons une autre qui tombe tout à fait à propos. Je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, les Palestiniens cherchent à se faire reconnaître dans les instances internationales, et il vient d'y avoir la décision peut-être de les intégrer à l'UNESCO pour éviter que leur patrimoine continue à être détruit. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez que au début de son mandat, Obama s'était engagé à lutter pour la création d'un État palestinien. Ces engagements ont été totalement reniés.
Et ils vont continuer à l'être. Et pourquoi ? Parce que aux États-Unis, le pouvoir s'achète. Et bien sûr, Obama n'échappe absolument pas à ça. Il est sous la coupe des gens qui ont financé sa campagne, qui coûte des milliards. Et donc, nous avons fait, à l'arrivée du pouvoir de Obama, nous avons fait sa calavera. On va expliquer un peu plus tard ce que c'est les calaveras. Mais ici, nous avons donc tué Obama, pour rire, quand il est arrivé au pouvoir, au moment de la Toussaint. Et Christine, qui est très bonne pour faire ça, a fait sa calaca, comme on dit au Mexique, c'est-à-dire son squelette, et dans une situation dans laquelle il s'est trouvé quand il voulait faire passer la réforme de l'assurance maladie aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, la calavera, c'est-à-dire le poème qui accompagne ce dessin? Et ça, c'est de mon cru, le poème. Obama, président noir, prix Nobel de la causette, est mort dans le désespoir d'une fois pour toutes savoir. Pas besoin de réformettes. Guerre, santé et pouvoir dans son pays, ça s'achète. Vous voyez? Tout à fait. Et donc ça, c'est une calavera qui a été faite il y a quoi? Il y a 4 ans? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans. Et- Les gens voulaient pas acheter cette gravure, non pas parce qu'ils les aimaient pas, mais ils disaient mais vous êtes bien pessimiste, donnez-lui du temps. Or, une Américaine qui est venue à notre exposition a dit mais oui, mais c'est tout à fait ça. La réforme du système de santé est tombée à l'eau. Toutes les réformes qu'il avait annoncées tombent à l'eau, pas parce qu'il est de mauvaise foi, mais parce qu'il ne peut pas. Bien sûr, c'est ce que vient d'exposer Raoul. Et c'est exactement Sous ce que peine de mort, hein, sans doute. Ouais, Hein. sous peine de mort. Ah non, mais moi j'en Ah ouais. suis sûr. Non, non, C'est mais bien un- sûr. C'est Non, mais un comme- type qui est pieds et poings liés. Ouais. Et comme l'expliquait Raoul, les campagnes présidentielles américaines coûtent tellement cher qu'ils sont sponsorisés par la finance, Ouais, par bien les sûr, banques, ouais. par les lobbies. Downing Street. Downing Street. C'est Jean m'a refilé son virus. Bon, bah, Écoute, on est des militants, on n'est pas obligé de baragouiner en anglais. Hein. non. Non, bah là, on a un camarade qui adore Ouais, moi j'ai bien l'anglais. aimé la calavera de Strauss-Kahn. Ah oui, qui- aussi. c'est on va dire son squelette intégral, Ouais. Oui. qui m'a rappelé une phrase qui est attribuée à Henri IV. On a eu un roi de France il y a assez longtemps qui s'appelait Henri IV et qui disait jusqu'à 40 ans j'ai cru que c'était un os. Bon, Oui. voilà. Alors j'ai cherché parce que pour en avoir lu de très courts extraits, j'ai cherché à trouver des conférences de Siqueiros sur l'art qui étaient assez remarquables, mais je n'en ai trouvé que de tout petits extraits en français. J'aurais peut-être dû d'ailleurs te poser la question et te ramener ces extraits de conférences en mexicain, tu nous les aurais traduites, mais bon, j'ai trouvé donc pour ce jour des morts, puisque c'est un peu le thème de notre émission d'aujourd'hui, un texte de Tapies. Tapies, il est né en 1923, hein, il est toujours en activité, c'est un peintre catalan. Hein. Un texte qui s'appelle L'art contre l'esthétique et qui, en quelque sorte, nous dit, avec d'ailleurs pas mal de talent, que l'esthétique est la mort de l'art. Voilà. Alors, Tapies, il qualifie volontiers ses propres œuvres de champs de bataille où les blessures se multiplient à l'infini. Hein. Il a aussi abondamment théorisé sur l'art, avec plus ou moins de talent. Cet extrait que je vais vous lire aujourd'hui a été publié pour l'essentiel dans la Vanguardia en juin 1973, et là je le trouve pas mal. Hein. Comme le disait Jean Paulhan, le propre de l'artiste est de contester tout de suite toute théorie sur l'art, aussi subtile et aussi convaincante soit-elle. Lorsque le grand public feuillette un livre d'esthétique ou une histoire des idées esthétiques, et qu'il considère la masse de propositions, de sens et d'interprétations élaborées par la pensée humaine à propos de l'art, il imagine peut-être que le travail de l'artiste a toujours un rapport direct avec l'étude de ces disciplines. Et bien souvent, il serait dans l'erreur. La lecture d'un livre d'esthétique peut être pour un artiste la plus pénible et la plus ennuyeuse des expériences. Et nombreux sont ceux qui, au simple mot de beauté, ont éprouvé une furieuse envie de partir en courant.
Paulan raconte que Roger Marx, l'un des meilleurs connaisseurs de son temps, disait un jour à Degas « Les beaux-arts, si c'est comme ça. » Le coup à Degas, je fous le camp. Et si l'on parle d'idées esthétiques, on est aussi amené à parler de toutes ces histoires de l'art et aussi de ce genre curieux que constituent les histoires ou les chroniques de l'art actuel lorsqu'elles visent également à servir, de façon furtive ou démonstrative, telle ou telle théorie. Car l'artiste sait, avec Baudelaire, que les théories et les critiques sur l'art sont toujours passionnées et subjectives. Il n'a jamais cru que les tendances artistiques courent comme des torrents aveugles, à la merci de circonstances fatales, et qu'il suffit de décrire. Il croit au contraire que la volonté humaine et l'effort de dépassement y jouent un rôle non négligeable. Et peut-être est-ce de la lutte et de la confrontation d'idées passionnées que peut sortir, comme en toute chose, le meilleur. À côté de son refus bien naturel des théories, toujours lié à la nécessaire originalité de son message, il y a aussi la traditionnelle réticence de l'artiste à toute analyse excessive, tellement à la mode aujourd'hui, des mécanismes qui régissent son acte de création. Les dons d'observation et d'analyse, l'usage de la pensée conceptuelle et de la parole, sont certainement l'un des plus grands patrimoines de l'homme, mais ils portent aussi en eux la malédiction qui met en évidence la parabole de l'arbre de la connaissance. Le fruit, qui n'était peut-être pas assez mûr, mangé par nos ancêtres, a signifié pour l'espèce humaine, à côté de certains bienfaits incontestables, une dangereuse perte d'instinct. Les scientifiques eux-mêmes se demandent aujourd'hui jusqu'à quel point la connaissance théorique exacte nous est utile. Jusqu'à quel point est efficace la seule vérité sans le contrepoint stimulant fourni par l'erreur. L'artiste sait que, aussi intéressante que puisse être la connaissance théorique de toute la mécanique, psychique ou physiologique de n'importe quel acte, l'acte sexuel par exemple, elle ne pourra jamais remplacer l'acte lui-même et qu'elle peut même le perturber. On analyse et on explique aujourd'hui le processus de création de façon unilatérale comme un mécanisme parmi tant d'autres soumis aux lois de la communication en général. Et on en est presque arrivé à prévoir que l'artiste ne sera à l'avenir qu'un simple technicien à son service. Voilà, alors les écrits sur l'art, il y en a un certain nombre, sont publiés par Gallimard. Notamment, il y a un livre qui s'appelle La pratique de l'art, voilà, d'Anthony Tapiès. Vous pouvez commander ces livres ou ce dernier, La pratique de l'art, auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 01 Paris. Métro Robert. Robert Kahn, fille du Calvaire ou République. Voilà. Et puis, numéro de téléphone de la librairie Publico, 01 48 05 34 08, 01 48 05 34 08, et site internet, après les W, librairie-publico.com. Voilà. Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres, cual pálido cirio, y sé que me quieres, que soy tu delirio, y que en esta vida he sido tu cruz. Si
da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti para nunca más volver. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. 100 mètres sans pub, à Racaille, la 125e, avec ce matin 2 invités, Christine et Raoul, de l'atelier pour l'estampe et l'art populaire, qui vont tout de suite... Nous dire ce qu'on vient d'écouter comme musique. Wally. Oui, alors, comme je l'expliquais, je suis profondément mexicain, par mes origines, par ma culture, mais je suis installé à Paris depuis très longtemps, mais j'ai la prétention que tant qu'on quitte pas la terre, on est chez soi. Et alors, je viens de faire passer une musique d'un trio. On appelle ça au Mexique un trio, c'est-à-dire ces 3 gars qui chantent, ils s'accompagnent d'une guitare. La petite s'appelle El Requinto, l'autre guitare c'est l'accompagnement, et le troisième joue le maracas. Tchac, 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 tchac. Et ça c'est un bolero, c'est-à-dire une chanson d'amour, qui est toujours pareille, avec une voix mielleuse, qui débite des paroles extrêmement kitsch, mais qui touche profondément les Mexicains, puisque c'est une partie de l'héritage culturel national. Et Los Panchos, c'est un trio qui a fait un malheur en Amérique latine il y a très longtemps, puisque ils ont cessé de travailler, de chanter facilement il y a une 30aine d'années, peut-être même plus. Mais ça continue à se répéter dans les radios mexicaines. Et puis, ils sont fait des petits dans toute l'Amérique latine. Mais aussi, ils se sont fait parodier. Il y a un groupe argentin très drôle qui s'appelle Les Luthiers, si vous avez l'occasion d'écouter, qui font des parodies des trios, des chansons d'amour mexicaines. D'accord, intéressant. Bon, Jean, on donne donc la parole à ces 2 invités pour qu'ils nous expliquent, surtout aux auditeurs d'ailleurs, parce que nous on a déjà une partie de l'explication, ce que sont ces Calaveras. Calaveras. Et pourquoi à Paris? Est-ce que Paris c'est un lieu où ça peut vraiment prospérer? En fait, le point de départ, c'était en 85. On a été sollicité par la conservatrice du musée des enfants du musée d'art moderne de la ville de Paris. Malheureusement, ce musée des enfants n'existe plus. Et cette conservatrice voulait faire une exposition sur la fête des morts au Mexique. C'était une personne très cultivée, qui voyageait beaucoup et qui s'intéressait beaucoup à ce qui se passait ailleurs. Et donc, elle a fait venir des pièces extraordinaires du Mexique, des pièces archéologiques, mais surtout des pièces actuelles, d'artisanat et puis d'art populaire. Et elle a sollicité aussi les artistes mexicains à Paris à participer et créer une œuvre. Alors évidemment, José Guadalupe Posada, c'est l'artiste vraiment clé de la fête des morts dans son expression graphique. Et elle voulait faire un hommage à cet artiste. Et Raoul a proposé de faire cet hommage. Et comme il fallait faire une pièce énorme, c'était vraiment la pièce maîtresse de l'exposition sous la coupole, il m'a demandé de l'aider. Donc en fait, j'ai fait des peintures qui reproduisaient les gravures de José Guadalupe Posada, taille humaine, taille réelle. Hein. Et on a fait un mobile qui tournait, les enfants montaient sur un vélo et pédalaient. Et il y avait donc ce carrousel qui tournait et les squelettes qui dansaient. Et ça a eu un succès absolument incroyable. On s'attendait pas à ça. Les gens faisaient la queue pour monter sur le vélo.
Et tout est parti de là, en fait, parce que à la suite de cette exposition, bon, le carrousel était trop énorme, il a fallu le détruire. Et ça nous est resté sur le cœur. On s'est dit, quand même, c'est dommage. Et beaucoup d'années après, on s'est dit, mais faisons les choses en plus petit et utilisons la gravure. En fait, je me suis mise à apprendre la gravure avec l'idée de faire des gravures à la manière de Posada, mais vraiment contemporaines, en se moquant de notre société, de l'actualité. Et ma première gravure, c'était la vache folle, la maladie de la vache folle, les Médecins sans frontières qui avaient gagné le prix Nobel, et tout est parti de là. Et Raoul faisait des poèmes absolument désopilants. Et on a commencé à montrer ça dans notre petit atelier rue des Cascades. Et tu peux raconter, Raoul, les gens n'aimaient pas trop au départ. Hein, tu peux... Oui, c'est-à-dire que, comme dit Christine, le point de départ, c'était donc cette sculpture mobile qu'on a fait pour le musée d'art moderne de la ville de Paris, qui d'ailleurs la sculpture s'appelait le paradis des squelettes rigolards. Puisque l'idée c'est ça, c'est-à-dire de faire de squelettes d'après le Posada. Pour nos auditeurs, j'explique vraiment brièvement, excusez-moi, je bafouille, ce que c'est Posada. Posada, c'est un graveur mexicain. Son nom complet, c'est José Guadalupe Posada. Il a vécu à la fin du 19e et du 20e siècle. Et il a développé de manière extraordinaire une tradition mexicaine qui commençait avec un graveur préalable qui s'appelait Manilla, qui consistait à faire des squelettes qui rigolent pour la Toussaint. C'est-à-dire des squelettes qui se moquent des vivants. Et pour ça, on s'amuse à tuer des gens qui se portent bien, mais de manière symbolique, on les représente sous la forme d'un squelette reconnaissable, et on accompagne ces vignettes d'un poème pour expliquer la cause de la mort de ces personnages qu'on a tués pour rire. Donc pour ça, il a fait ça. Mais il n'a pas fait que ça, il a fait énormément de travail de gravure, parce que c'était un graveur populaire. Donc il travaillait pour les commerçants, il travaillait pour tout le monde, avec une technique nouvelle à l'époque qui s'appelait la syncographie, qui permettait de travailler très vite. Donc il a créé énormément d'images, pas simplement de squelettes, il illustrait des journaux, il illustrait aussi des brochures publicitaires à l'époque, et donc c'était un artiste extrêmement prolifique. Et comme beaucoup d'artistes extraordinaires, il est mort dans la misère et oublié, à tel point qu'il a été jeté dans une fosse commune, et on l'a oublié. Et c'est plus tard un peintre français qui s'appelait Jean Charlot, qui l'a retrouvé. Et Jean Charlot était allé au Mexique pour travailler avec les muralistes, en particulier avec Diego Rivera. Mm-hmm. Et il a retrouvé des dessins de Posada, des gravures de Posada. Il s'est intéressé au personnage et il s'est aperçu que c'était un personnage extraordinaire. Et il a sorti de l'oubli. Et Diego Rivera a illustré un de ses fresques le plus célèbre, qui s'appelle Un domingo en l'Alameda, un dimanche dans un jardin de la ville de Mexico, dans lequel on voit la tête de mort avec le gros chapeau qui est devenu le symbole de la mort au Mexique, et qui est la calaca par excellence. Et donc, l'idée c'était donc de continuer à exploiter cette veine pour laquelle Christine s'est révélée particulièrement à droite, puisqu'elle a réussi à saisir le trait de Posada, et malheureusement la radio n'a pas d'image, heureusement. Mais il y a juste une petite chose que j'aimerais dire par rapport à Posada, qui je pense est importante, c'est que Posada, donc, c'était sous la dictature de Porfirio Díaz, mais attention, juste avant la révolution mexicaine. Et Eisenstein, dans son film qui est Viva Mexico, et dans la dernière séquence, il parle de la fête des morts, et il révèle une autre dimension des calaveras, c'est que quand même c'est une sorte de renaissance, puisque ce sont des squelettes, mais c'est le peuple qui est vivant, c'est des squelettes vivants. Et la Catrina dont parle Raoul, c'est en fait cette moquerie, c'est une bourgeoise, une tête de mort bourgeoise. Et Eisenstein, dans son film, il montre le squelette qui reste squelette, et puis le squelette du peuple qui redeviennent vivants. C'est-à-dire, dans la joie des calaveras, il y a derrière une sorte de confiance
et désinvolture qui prépare, de quelque chose qui se prépare. Je crois que c'est important. Parce qu'autrement, on ne peut pas expliquer cette espèce de vivacité et désinvolture dans la calavera mexicaine. C'est quelque chose de vraiment très particulier que je pense on trouve nulle part ailleurs. Et c'est juste avant la Révolution mexicaine. Oui, pour abonder dans les propos de Christine. Et ça, même les Mexicains, moi, comme Mexicain, je ne le savais pas. Et évidemment, les Français encore moins. C'est que non, je ne m'occupe pas, c'est parce que le Mexique est très loin. Non, c'est moi qui me moque. Est très loin. Et c'est-à-dire que, comme dit Christine, la Posada a travaillé pendant l'occupation française au Mexique. C'est-à-dire, l'occupation qui a été provoquée en partie par les Mexicains bourgeois eux-mêmes. Puisque c'est les bourgeois mexicains qui ont invité Maximilien à venir, et Napoléon III, qui a envoyé le pauvre Maximilien à essayer d'établir un empire au Mexique. Nous, on a invité Hitler, alors. Oui, donc vous commencez à vous faire la main. Et donc, le pauvre Maximilien est allé au Mexique avec sa cohorte autrichienne, mais avec les Français qui sont venus pour envahir le Mexique. Évidemment, les Français ont ramené avec le bourgeois mexicain des traditions françaises, et parmi lesquelles il y avait la fête des Catherinettes. Et la fête des Catherinettes, c'est quoi? Ben, c'est de mettre sur une fille que, à l'époque, à 25 ans, ne s'était pas encore mariée, un chapeau baroque à la limite du ridicule. Bon, maintenant, à 25 ans, c'est une vieillarde, mais à l'époque, c'était une jeune femme, une jeune fille. Et donc, les bourgeois mexicains imitaient cette fête, la fête des Catherinettes. Et qu'est-ce qu'il a fait Posada? Comme dit Christine, le peuple mexicain, comme tous les peuples, c'est un peuple insolent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a mis à la place de la jeune fille une tête de mort. Et donc, la Catrina, puisqu'on appelle ça la Catrina, est devenue le symbole de la mort au Mexique. Et c'est une chose très drôle, puisque le nom de Catherine, c'est un prénom. C'est un prénom. Et le mot Catrina au Mexique est devenu un adjectif, puisque le mot Catherine n'existait pas dans le vocabulaire espagnol. Donc, ce mot Catherine a donné Catrina. Et en plus, on lui a donné un mari. C'est une tête de mort avec un eau de forme. C'est des bourgeois, comme dit Christine. Et donc, c'est devenu le symbole de la mort au Mexique. Et donc, la Catrina, je me suis dit, mais elle est française. Ben, il faut qu'on la ramène à nouveau en France. Et c'est pour ça qu'on a commencé, dans cet élan, à essayer de faire le Calaveras à Paris. Okay. Alors, j'ai lu quelque part que la première Calavera, en fait, avait été réalisée par le lithographe de Posada, qui s'appelait Hernandez, je crois, mais oui, c'est-à-dire que c'est Posada qui en a fait un art populaire, qui a popularisé le principe des Calaveras, mais ça aurait été créé, la première Calavera aurait été réalisée par son lithographe. Avant lui, le maître de Posada s'appelait Manilla. C'était un graveur qui a vécu avant lui. Mais si tu veux, c'est comme toutes les traditions d'art populaire, ça commence tout doucement, et juste à un moment donné, c'est comme Daumier ici. À un moment donné, il y a un génie, un type qui a un talent beaucoup plus au-dessus de la moyenne. Et la calavera existe au Mexique. Mais c'est Posada qui a donné cette dimension totalement baroque, exubérante, et comme dit Christine, particulièrement subversive, quoi. Mais ça doit pas être si simple, ça n'a pas dû être si simple, d'identifier le travail de Manilla et celui de Posada, non? Ils sont assez semblables. Ils sont assez semblables. Les gens se confondent. Les deux. La différence a été donnée par justement la syngographie. D'accord. C'est ça qui a donné la Posada différence. possédait énorme, il travaillait très 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 vite. Donc souvent, en se servant de la zingographie, c'est un trait beaucoup plus rapide, comme des croquis, tandis que Manilla, c'était beaucoup plus des gravures, plus formalisées. Et Posada en faisait aussi. Ce sont celles qui sont les plus belles, les plus formelles, qui ressemblent à la gravure sur bois d'ici aussi, donc avec les hachures et tout. Tandis que la zingographie, c'est plus comme des dessins à l'encre, c'est très rapide. C'est très nerveux aussi. Donc Posada, il pouvait produire énormément avec ça. Ça se vendait comme des petits pains. Il traversait tout le pays. Et il illustrait beaucoup de journaux populaires, en particulier ceux publiés par un éditeur qui s'appelait Venegas Arroyo. Et, puisque Posada est né à Aguascalientes, et puis qui est la province mexicaine assez loin de la ville de Mexico. Et finalement, il s'est installé à la ville de Mexico, et il a travaillé pour illustrer des journaux populaires, en particulier un journal qui s'appelait El Hijo de la Huizote,
qui serait un peu l'équivalent des journaux anarchistes comme celui que tu nous salues. C'est-à-dire des journaux à vocation subversive, quoi. Et donc, il faut pas oublier que le Mexique était marqué par l'anarchisme. La révolution mexicaine a été inspirée beaucoup par Proudhon. Donc bon, on va pas faire un cours d'histoire, mais disons que il y a des fils conducteurs, et c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Bien. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste sous le contrôle de mon camarade hussard noir de la République. Sous mon œil sévère. C'est son œil sévère qui va remonter les bretelles tout à l'heure parce que je zappais une petite partie du blabla habituel. Donc, Radio Libertaire, sans Dieu, sans mettre à... Ah non, tu m'avais dit un truc là. 100 mètres à foutre, sans rien à foutre, je sais plus comment. 100 mètres profond. 100 mètres profond, voilà, et sans publicité de la Fédération anarchiste. Avec ce matin, sur Arakaï évidemment, avec ce matin 2 invités, Christine et Raoul, à qui on va donner tout de suite la parole, qui vont nous expliquer, nous parler en tout cas de l'exposition qui est en cours en ce moment, rue des Cascades, et qui concerne les... Calaveras. Non sans nous avoir dit ce qu'on vient de... Ah oui, ça c'est Raoul qui doit nous expliquer quelle est cette musique. Et... Oui, bon, la musique mexicaine est extrêmement diverse. Et donc, tout le monde connaît les mariachis, ce sont des musiques festives mexicaines. D'ailleurs, il y en a qui prétendent que le mot mariachi vient de mariage, puisque c'est aussi la musique qui vient du 19e siècle. Et donc, bien sûr, une explication comme une autre, mais il y en a qui disent que c'est parce que les Mexicains entendaient les groupes musicaux qui accompagnaient le mariage,
qui était un peu la base de ces groupes musicaux tels qu'ils existent actuellement, que de là qui viendrait le mot mariachi. Je sais pas. En tout cas, celle qu'on vient d'écouter, c'est le sud du Mexique, et dans lesquelles il y a beaucoup de bandes. Et justement, les bandes, c'est surtout la musique, curieusement, c'est la musique autrichienne, puisque les Autrichiens ont été au Mexique, ça n'a pas beaucoup duré, mais ils ont beaucoup marqué la musique traditionnelle, la musique populaire mexicaine. Et, par exemple, le nord du Mexique, on joue l'accordéon, son norteño, dans le nord du Mexique, la frontière avec le Texas, par exemple. Et donc, ce sont des formes de musique qui utilisent de l'accordéon. Et dans le sud du Mexique, ce sont des bandes très très sonores, comme celle que vous venez d'entendre. Et donc parfois il y a des marches, et toute cette musique elle est très marquée donc par la culture de l'Allemagne de l'Est, de l'Europe de l'Est, en particulier aussi de l'Autriche. D'accord, merci. Tu vois. Bon, et maintenant on va passer la parole à Christine, Pour parler qui va de notre faire la exposition. pub pour son expo. Notre exposition, donc c'est jusqu'au 6, dimanche 6, donc Pour vous dépêchez-vous bouger le cul. à venir. C'est tous les jours, on ferme pas, tous les jours de 15h à 20h. Et l'exposition est en 2 parties. Dans la petite galerie qui donne sur la rue, qui est notre atelier, nous avons fait un très très joli accrochage de gravures de 12 graveurs. Donc c'est que de la gravure, hormis 2 peintures d'une artiste mexicaine. Et d'ailleurs, on a pris une des images pour notre affiche, pour notre visuel. Et puis une installation faite par une céramiste. En fait, elle a fait 3 crânes en céramique qui sont absolument magnifiques. Et on a fait une offrande cette année dédiée aux morts au Mexique dans on peut pas appeler ça une guerre civile, c'est une guerre entre les narcotrafiquants qui fait des dizaines de milliers de victimes. 50 000 morts. Oui, donc on a fait cette offrande à dédiée à eux. Et donc on a mis ces 3 crânes qui sont vraiment sublimes pour illustrer la violence, parce que si vous venez voir, vous comprendrez. Et donc nous avons fait cet accrochage dans la galerie qui donne sur la rue de nos amis artistes, dont plusieurs viennent de l'atelier au Lila. Et dans l'atelier où nous travaillons habituellement, que nous avons appelé pour l'occasion l'usine à Calaveras, nous y exposons des petits formats, pas chers du tout, fabriqués en famille. Raoul, moi et notre fille. Ah, vous avez une fille? Oui. Oui. Quel âge a-t-elle? Elle a 14 ans. Et à 14 ans, elle participe, elle grave déjà. Bien sûr, depuis l'âge de 7 ans, elle s'est mise à être son propre chef. Elle s'est mise à graver. Ben, elle fait ça avec beaucoup de contentement, parce que ça lui fait une jolie somme d'argent des poches. Ça, c'est Elle nous a croqué. voilà. Super. Et donc, on voit un squelette qui manipule une presse taille douce. Superbe. Oui. Donc, Usine à Calaveras, d'accord. donc c'est pour ça qu'on l'appelle usine à Calaveras. Et Christine a oublié de donner l'adresse de notre atelier. C'est 20 rue des Cascades. C'est 49 bis rue de Cascade. 49 bis rue de Cascade. Le métro le plus proche, c'est Jourdain. Ouais. Et le numéro de téléphone, si vous voulez nous appeler, même beaucoup plus tard, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, ou dans les semaines, ou dans les mois qui viennent, puisque nous sommes là tous les jours, c'est le 01 47 97 05 35. Je tiens à signaler que nous sommes des artistes à plein temps. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une autre activité, on est salarié nulle part, nous vivons très modestement de notre travail. Et l'association pour l'estampe et l'art populaire, tout ce qu'elle fait, elle le fait avec ses propres moyens. Nous n'avons pas de subvention. C'est les gens qui adhèrent à l'association qui cotisent 30 €. Et c'est avec ça qu'on paye nos activités. Les artistes qui exposent avec nous ne payent absolument pas de pourcentage, ne payent absolument pas de loyer. Ils payent simplement l'adhésion à l'association, 30 €. Et s'ils font une exposition individuelle, ils payent le vernissage, dans lequel il est formellement interdit de donner des pistaches et des chips.
parce que c'est trop mesquin. Et je m'engage avec Christine à faire un vernissage pour beaucoup de monde avec un super guacamole, s'il fait beau, ou une soupe d'haricots rouges, s'il fait froid, qui coûte vraiment pas cher. Et donc, l'artiste peut s'étirer d'une exposition qui dure 10 jours pour la somme modeste d'à peu près 80 €. Ah oui, Et si s'il vend, l'argent pour va une exposition personnelle, intégralement hein. à l'artiste. Mais là, il parlait d'une exposition personnelle. Donc, c'est vraiment des conditions très très bonnes. Hein. Ah oui, à une époque où on traite l'artiste vraiment d'une manière éhontée, quoi, où tout est payant, mais cher en plus. Oui, En plus, très cher. Très cher, oui. Ah oui, non. Et d'ailleurs, si l'artiste ne vend pas, on lui demande rien, du coup. Parce que le but principal vous n'est lui pas... demandez même pas les 80 €. Bah, il nous aide quand même, ou elle nous aide pour le vernissage, parce que nous, on n'a pas trop, on n'est pas très riche. Mais si à la fin, la personne n'a pas vendu, cela dit, ça n'arrive pas, hein, mais on leur dit toujours, ne vous inquiétez pas. Pareil, pour cette exposition, on a demandé 30 € à chacun, mais si la personne ne vend pas, on ne demande rien. Parce que déjà, un artiste, pour produire, il faut qu'il ait un endroit, qu'il achète ses matériaux, qu'il passe du temps. Donc ça signifie qu'il ne travaille pas à côté. Donc on ne peut pas lui demander de l'argent en plus. Par contre, s'il arrive à vendre, il y en a qui gagnent bien, hein, qui vendent beaucoup. Bon, 30 €, ça va, c'est pas trop pour eux. Mais nous, on veut pas gagner de l'argent sur leur dos, parce que sinon, on perd notre condition d'artiste. On devient un peu des employés de l'artiste, ou bien le patron, ou bien des commerçants. Des commerçants. Ça nous met dans une posture très, très désagréable. Donc, on ne veut pas gagner de l'argent. Mais pourquoi on fait ça donc? C'est pour finalement, il y a une sorte d'émulation entre les artistes, de voir le travail de très très près. Quand on fait un accrochage, on découvre le travail, on le regarde très attentivement. Et puis l'artiste, il y en a qui ramènent beaucoup d'amis, il y en a par exemple comme Raoul Villugas, là qui connaît personne. Donc c'est nous qui ramenons notre monde. Mais c'est riche tout ça, c'est des échanges, et souvent les artistes vendent. C'est important pour eux. Je crois que ce que dit Christine est très important à insister. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde dans lequel l'artiste est vécu de manière tellement absurde. Soit c'est un petit bourgeois qui s'amuse à faire des choses, et on le voit comme une espèce de créature qui joue. Hein. Soit on le voit comme une espèce d'être extraterrestre qui a des choses magnifiques à nous dire, qui coûte des millions. Et on oublie que nous sommes des milliers d'artistes qui travaillent dans le quotidien à essayer de communiquer quelque chose aux autres, puisque finalement le travail de l'artiste c'est ça. Il essaye finalement c'est une espèce de, comment dirais-je, de prétention énorme, puisqu'on essaye de faire des choses qu'on cherche à faire contempler, acquérir, partager avec les autres. Et donc la gravure est particulièrement bonne dans ce sens-là, c'est-à-dire que comme c'est un métier d'art, ça n'a pas les conditions d'individualisme outrancier du peintre. Moi, par exemple, je peins. Moi, je fais des mobiles. Mais le problème, c'est que tant que vous faites pas transformer votre travail en marchandise de luxe, vous êtes dans la merde. C'est-à-dire que vous travaillez, vous vous encombrez avec des choses qui s'accumulent. Je ne parle pas de la question du génie. Parce que ça n'existe pas. C'est le travail qui existe. Peut-être que l'artiste n'a pas de talent. Peut-être, pourquoi pas, on doit mettre ça dans la balance. Mais c'est un travailleur, c'est un type qui produit. Donc, à un moment venu, il faut qu'il vive de son travail. Et quand on fait des pièces uniques, dans les conditions actuelles du travail, si vous n'avez pas une galerie, vous êtes dans la mélasse. Puisque les choses s'accumulent, c'est de plus en plus difficile de travailler, etc. Et donc, la gravure, c'est un multiple. Et comme c'est un multiple, vous pouvez proposer à la vente des choses qui sont beaucoup moins chères que les pièces uniques. Mais en plus, comme disait Christine tout à l'heure, vous apprenez avec les autres. Puisque comme cette dimension artisanale, il faut savoir se servir des outils, des produits, du métal, etc. Et donc, ce savoir-faire passe par la manière d'être utilisé de la part de l'artiste. Donc, c'est un patrimoine qui est là pour tout le monde. Vous voyez, c'était la même chose à la peinture avant de la révolution individuelle, puisque c'était des ateliers dans lesquels les peintres travaillaient, des ateliers collectifs,
hein. Mais l'art est devenu de plus en plus une aventure individuelle outrancière. Et donc, pour revenir au texte des tapis, l'artiste, c'est un chercheur. C'est un individu qui, justement, part d'un acquis, qui est l'acquis commun de l'humanité. Il se met à travailler avec tout ça, et il cherche sa propre manière de formuler la pensée de son temps. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, tant que vous n'êtes pas dans ces marchés-là, vous êtes dans la mélasse. Mais par contre, si vous êtes coopté par ces marchés-là, on vous donne le label artistique officiel, et très vite, votre travail coûte des millions. Mais bon, on oublie qu'il y a une masse de gens qui travaillent dans le quotidien. Nous y sommes. Et qu'est-ce qu'on fait? On se met avec les autres, pour nous donner plus de visibilité, pour apprendre aussi avec les autres, et pour travailler de manière collective dans le propos de vivre de notre travail, et de le faire visible. C'est ça notre travail. Voilà. Un magnifique travail, sérieusement. Surtout en ce moment où il y a à la Bastille le grand marché de l'art contemporain. Par exemple. où j'ai des copains avec qui je suis pas tout à fait d'accord, mais je les aime beaucoup, puis je les respecte, mais qui s'endettent. Et là, ils ont payé 1500 € pour 9 mètres carrés, et ils n'ont pas encore gagné de quoi payer leur stand complètement. Voilà. Et ça, c'est devenu un business invraisemblable. C'est un scandale. Ah bah c'est scandaleux. Et il y a des associations même qui, sous prétexte de défendre les artistes, les plument aussi, leur font payer des cotisations pour être dans cette association qui soi-disant va les défendre, et en réalité les défendent absolument pas, mais ils récoltent de la thune. Bah oui, c'est un business. Oui, c'est un business, bien sûr. Ça... Voilà. Et alors quand on entend tous ensemble ici vos propos, à tous les deux, on est vraiment scotchés. Moi, parce que je pensais pas que ça pouvait encore exister. Moi, je crois que c'est quelque chose qui commence à se produire. Oui. Et moi, j'appelle ça le retour de l'artiste à la cité. C'est-à-dire que, par exemple, dans notre périmètre, le 10e, 11e, 19e, 20e arrondissement, il y a beaucoup d'artistes. Bien sûr, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens et qui ont acheté des espaces splendides il y a 20 ans, et qui ont des ateliers splendides, parce qu'à l'époque, ils savaient payer sur une misère. Et même, il y en a maintenant qui font des culbutes. C'est-à-dire qu'ils vendent ça, ils vont s'acheter à la campagne un château, quoi. Mais, au même temps, vous avez beaucoup d'artistes comme nous qui sont dans les interstices. On les voit pas beaucoup, hein, dans les squats, dans les ateliers précaires, et qui commencent à essayer d'avoir un contact direct avec la population. Et ça, c'est donc simplement parce qu'il y a encore ces artistes-là dans le tissu urbain. Le problème, c'est que tout ça est très fragile, puisque nous, par exemple, nous, on est locataires. On doit payer presque 1 000 € par mois pour pouvoir travailler, entre location, téléphone, électricité, etc. Et donc, avec la pression immobilière, mon interlocuteur, c'est une agence immobilière. À un moment donné, ils vont me dire, monsieur, vous avez un bail 369, l'arrivée de la fin de ces bails-là, pour nous, c'est problématique. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque notre loyer va exploser, hein. Et donc, il va falloir se défendre. Et c'est parti aussi de notre démarche. Comme dit Christine, nous sommes groupés. Oui. On n'est pas simplement de mécènes, on n'est pas de mécènes du tout. On a une démarche collective parce qu'elle est aussi dans notre intérêt. C'est-à-dire que la problématique pour nous, c'est pas d'être connu ou pas connu. Ça n'a pas d'importance puisque nous faisons notre travail et les gens voient notre travail, ils achètent. Ils achètent un peu, mais ils reconnaissent la valeur de notre travail, même si c'est une personne qu'on connaît pas, qui passe, qui entre. Le problème, c'est pas si on est célèbre ou pas, si on gagne beaucoup ou pas. C'est pas ça la question. Le vrai problème, c'est cette espèce de guerre économique qui existe, qui fait qu'à un moment donné, nous ne pourrons plus continuer simplement parce que le mètre carré coûte trop cher. C'est tout. Tant qu'on peut payer notre loyer, qu'on soit connu ou pas, qu'on soit dans les musées ou pas, c'est pas ça le problème. On est tellement heureux de faire notre travail et on a pignon sur rue. Donc, par exemple, vous pourriez venir. Moi, ça me suffit. Moi, j'ai pas besoin d'être mentionné ou primé. Les prix, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'il y ait des êtres humains sensés qui passent,
qui voient et ils achètent ou pas, mais qu'il y ait un échange, qu'il y ait une sorte de reflet humain, c'est tout. Mais encore une fois, donc on n'est pas dans une logique de vouloir monter une échelle, parce qu'à ce moment-là, c'est pas ça le moyen. Ce que nous faisons, c'est pas comme ça que ça se fait. Mais juste de continuer à faire notre travail, évoluer avec notre temps, pouvoir lire les journaux, pouvoir voyager de temps à autre, d'autant plus quand tous les deux on vient de l'étranger, rester en contact avec le monde, avec le public qui nous entoure, et c'est tout. Mais les lois, la loi économique est implacable, elle est terrible. Et donc si par exemple le loyer augmentait beaucoup ou bien on ne pouvait plus rester là, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas continuer. À ce moment-là, on cesse. Et c'est pareil pour l'atelier au Lilas. Où est-ce qu'on va trouver 130 mètres carrés 140 mètres carrés près de Paris pour quasiment gratuit? Ça n'existe pas. Donc voilà, c'est ça, c'est le mètre carré, c'est le prix du mètre carré. Pour les galeries, c'est la même chose. Pourquoi les galeries se comportent de manière si bizarre? Parce que c'est trop cher, simplement exister. C'est pas qu'ils sont méchants. C'est trop cher, c'est tout. Donc ça détruit l'art. Ouais. Non, ça. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Excusez ce petit temps mort, mais nous étions en pleine effervescence. C'est le jour des morts. C'est le jour des morts. Oui, elle est pas mauvaise, avec sur Radio Libertaire, toujours la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître profond et sans publicité, avec deux invités, Christine et Raoul de l'Association pour l'Estampe et l'Art Populaire. Vous avez déjà écouté ce vent frais qui soufflait dans le studio. Ça nous change des lourdeurs du monde artistique d'aujourd'hui, des escrocs qui nous traient à longueur d'année. Et voilà, donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur cet atelier, sur Christine et Raoul, sur le blog de Jean. Oui, http://arakai.blogspot.com
.com. Et puis, mais de toute façon, on dira au revoir à nos invités tout à l'heure, d'ici entre 5 et 10 minutes, et ils nous redonneront toutes les informations et sur l'association et sur l'exposition des Calaveras, en particulier leur adresse internet. Voilà. Alors, il y avait 2 expos à ne pas manquer cette semaine. La première, c'est Mascarade et Carnaval. Ça, c'est au musée d'Appert, c'est 35 bis rue Paul Valéry dans le 16e arrondissement de Paris. Désolé, la plupart des expos, c'est toujours dans des quartiers chics. Ouais. Voilà, à part celle de la rue des Cascades, évidemment, dont on va reparler tout à l'heure. C'est chic notre quartier aussi. C'est devenu, mais c'est aussi pour ça que vous risquez d'avoir des problèmes de loyer, cher ami. Je le sais. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Voilà, il aurait au contraire fallu souhaiter que ça reste un quartier populaire. On est en train de s'en éloigner. Alors l'exposition des Mascarades et Carnaval, donc c'est jusqu'au 15 juillet. Elle présente en fait, c'est destiné à un large public. Elle présente les diverses fonctions que remplissent les sorties de masques en Afrique et les rôles sociaux, politiques ou identitaires propres à certaines pratiques carnavalesques des Caraïbes. 7 événements majeurs. Ça, c'est le commissaire de l'exposition qui la qualifie comme ça. D'événements majeurs réunit des œuvres traditionnelles et inédites d'Afrique, un masque d'une forte qualité plastique et des productions caribéennes, masse, assemblage, photographie et vidéo. Et puis la suivante, qui a un petit peu des liens avec nos Calaveras, c'est Expressionismus et Expressionismis. Ça, c'est à la Pinacothèque de Paris, un lieu que Robert fréquente presque quotidiennement. C'est 28 place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris. C'est-à-dire que c'est pratique. Il va faire ses courses chez Fauchon, puis ensuite il va faire un tour à la Pinacothèque. C'est au... C'est dégueulasse de me pourrir comme ça. Mais ça fait rire Piquet-Cou. Oui, non, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour la faire rire? Quand on sait à quel point Robert est rigoureux dans son anarchisme, c'est vrai que enfin, celle-là, elle est valable jusqu'au 11 mars 2012. La Pinacothèque de Paris présente une étude inédite de l'expressionnisme allemand, souvent perçu comme monolithique, et pourtant composé de 2 approches diamétralement opposées, les fameux Die Brücke et Der Blaureiter. Die Brücke privilégiait une création émotionnelle, tournée vers les sensations et les perceptions de l'artiste. Ces peintres allaient exprimer leur rapport instinctif à une époque de décadence pan-germanique dont ils furent les témoins impuissants et malheureux, je dirais. Der Blaureiter se constitua quant à lui autour d'artistes et de philosophes qui développèrent une approche théorique, voire spirituelle, de l'œuvre d'art. Héritier du concept germanique d'œuvre d'art totale, ce mouvement purement intellectuel qui s'est formé à Munich en 1911 à l'initiative de Kandinsky et de Franz Marc, conçoit la création idéale comme un équilibre harmonieux entre les disciplines. Voilà. Alors autour de 150 œuvres environ, l'exposition présente ces 2 courants distincts mais représentatifs de l'expressionnisme allemand. Toujours dans son esprit de dialogue entre les arts, la Pinacothèque de Paris invite les visiteurs à découvrir les nuances essentielles et antagonistes en confrontant les artistes et les œuvres. Voilà. Merci, mon Jean. Pour cette expo. Tu as bien fait ton devoir de hussard noir de la République. Et tout de suite, les petites annonces Anard, la main tendue vers vos portefeuilles. Pour Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître profond et sans publicité, qui, pour maintenir son haut niveau, d'écoute, sans parasite, a besoin d'entretenir un matériel qui coûte de plus en plus cher, parce que maintenant on est dans la technologie de pointe. Et donc pour ça, il édite une carte d'auditeur à 20 € que vous pouvez trouver à la Librairie Publico, 145 rue Amelot, à Paris dans le 11e. Je vous épargne les stations de métro, vous démerderez. Et puis, donc cette Librairie Publico, dont j'en vous rappelle les coordonnées chaque mardi, après son texte sur l'art, ou sur la philosophie, ou sur l'esthétique, enfin bref, tout ce qui tourne autour de l'art. Parce que la philosophie, ce sont les philosophes qui parlent de l'art. N'est-ce pas, mon Jean? Bien. Et il vous recommande donc... c'est ce qu'on a compris avec le texte de ta pièce, en tout cas. Oui, c'est ce qu'on a compris. Un très bon texte. Et donc, la Librairie Publico, vous pouvez trouver évidemment tous les livres de littérature générale que vous souhaitez y trouver, mais c'est principalement la littérature militante, la presse révolutionnaire, et des CD ou des DVD de chanteurs proches de l'idée anarchiste,
Et puis aussi de la bimbeloterie qui fait aussi vivre la librairie. Vous pouvez y rencontrer donc Laurent et Max, qui sont les deux permanents, qui sont des gens très gentils, très accueillants, qui peuvent vous conseiller si vous en avez besoin. Leur professionnalisme de permanent, c'est rare que ça rime avec permanent, mais là c'est le cas. Pourront vraiment vous soutenir dans vos pérégrinations à l'intérieur de ce dédale de bouquins. Bon, et puis la troisième, c'est le magazine de la Fédération anarchiste, Le Monde Libertaire, en vente tous les mardis dans quelques kiosques de la capitale, en dépôt de presse à la librairie Publico, avec des articles de fond surtout. Pas que des plumes anarchistes, il y a des plumes qui sont de sympathisants proches du mouvement, mais c'est un magazine que vous pouvez garder, lire 3 semaines après, il est toujours d'actualité, puisque je dis, c'est pas les news qu'on peut avoir à la télé ou à la radio toutes les minutes, mais c'est plutôt un regard sur ce qui se passe dans le monde ou en France et qui peut être lu, je le répète parce qu'on le répétera jamais assez. Même vous achetez le numéro du mois de janvier, vous pouvez le lire au mois de juillet et ce sera toujours d'actualité. Avec des cartoons assez sanglants, saignants, de jeunes illustrateurs qui ont des grandes dents qui rayent le parquet. Non, ils travaillent grâce. Qui font souvent des calaveras sans le savoir. Oui, c'est vrai. Voilà, vous retrouverez tout ça donc dans Le Monde Libertaire tous les mardis en kiosque et à la librairie Publico en dépôt de presse. Voilà, j'ai fini. Maintenant, on va pouvoir se tourner vers Raoul et Christine. Ouais, nos invités, ils ont 5 minutes, on va dire, pour nous dire au revoir et puis nous redonner toutes les informations. Oui, bon, l'adresse Raoul Velasco, Christine Meller. D'ailleurs, l'atelier s'appelle Velasco Meller, 49 bis rue de Cascade. Métro Jourdain, 01 47 97 05 35. Et c'est aussi le siège de l'association pour l'estampe et l'art populaire que nous avons créé et qui fait la proposition de l'exposition des calaveras depuis 10 ans. Nous sommes à la 10e version de cette exposition de calaveras. Si j'ai le temps, je pourrais lire la dernière calavera qu'on a fait pour Desca, parce que c'est aussi... ils sont tête à se tenir en première ligne, toujours avec sa tribu. Donc c'est une calavera de un monsieur qui a à la main une culotte. Enfin, c'est monsieur un squelette, bien sûr. Il a à la main une culotte. De l'autre côté, l'aspirateur de la femme de service et son soutif par terre. Et puis sur son zizi, c'est marqué FMI, avec une petite ficelle qui tient l'étiquette et une petite flaque de quelques liquides visqueuses par terre. Et donc, le poème dit « Aujourd'hui, Desca nous laisse, et un seul épitaphe mérite. Dans sa folle quête de fesses, il a ruiné les promesses de sauver la République. Et sa femme qui paye sans cesse, dans les funérailles cogite. Entre pays en détresse et les prix de ses maîtresses, ça a fait cher soigner sa bite. » Ouais, intéressant pour DSK. Ouais. On l'a échappé belle. Il est très ressemblant en tout cas. Comme quoi, avec un squelette, on peut... Et grâce à ça, on a échappé à avoir un zozo pareil à la tête de ce pays. Quoique celui qui y est actuellement et celui qui risque de le remplacer, ce sera guère mieux. Oui, mais c'était terrible parce qu'une espèce de descente sans fer pour la France. Ah, tout à fait. J'espère que... Enfin, je n'ai pas beaucoup d'espoir nous non plus. Nous suit, mais au moins que ça ne tombe pas aussi bas, quoi. Oui, si on peut voilà, dire. c'est ça, tout à fait. Voilà, donc j'espère que le public a compris ce que c'est la calavera. Hein. Ouais, C'est-à-dire, il s'agit de tuer, pour le rire, quelqu'un qui se porte bien, de le présenter sous la forme d'un squelette, et d'accompagner cette vignette dessinée d'un poème encore plus outrancier que la vignette. Voilà, c'est ça la recette. Mais il faudrait préciser qu'on ne fait pas que des squelettes. Hein. C'est juste pour la Toussaint, hein, les calaveras. Le reste de l'année, on fait tout un tas d'autres choses où il y a de la chair, où il y a de la nature. Et vous pouvez venir voir notre travail. Il suffit juste de nous passer un petit coup de fil ou passer devant la petite boutique. Nous faisons des expositions pour nous-mêmes et pour d'autres artistes du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Donc la Calavera, c'est la dernière exposition de l'année. Et après, on se tient bien tranquille jusqu'au mois d'avril.
Et sur notre site, il y a les expos qui arrivent. Donc la prochaine sera en avril. Et donc, comme je vous dis, c'est porte ouverte en permanence. Hein. Vous pouvez venir nous voir quand vous voulez. Ok. Et donc le site internet, je crois qu'on l'a pas donné encore, de l'association. Oui, estampe-artpopulaire en un mot.com. Estampe au singulier. Estampe au singulier D'accord. artpopulaire.com. Ok. Bon, Bien, bah, écoutez, on vous dit salut, à la semaine prochaine. Merci Piquécou, Au revoir. bien sûr, la régie. tu es, excuse-moi, tu es d'origine luxembourgeoise, non? Non, je suis. Mon père est polonais, ma mère est norvégienne. Je suis née en Angleterre. Je vis en France avec un Mexicain. D'accord. Bon, c'est ce que moi j'appelle un luxembourgeois. Non, je plaisante, c'est que. Cosmopolite. Mais non, parce que je paye pas d'impôts, vraiment. Je sais pas vous Merci arranger. beaucoup pour l'invitation. Hein. Merci d'être de votre passage, hein, c'était Ouais. super. Ah oui, super, ouais. Mm. Merci. Thank you.